merci. Merci à tous. Donc on vient d'être présenté effectivement. Donc on est Bouygues Immobilier Urbanera. On a la direction d'aménagement. Voilà, il y a les photos, c'est formidable. Direction d'aménagement de Bouygues Immobilier. Et à ce titre-là, si on fait un focus sur le secteur, on pilote trois concessions d'aménagement dans le Genevois français, une à Annemasse, une à Divonne et une à Saint-Julien dont on va vous faire la présentation focus ce matin. Et on a également sur le périmètre dont je m'occupe une opération à Lyon mais de gré à gré, donc pas avec les mêmes concessions d'aménagement. Ça veut dire que lorsque nous sommes concessionnaires, nous travaillons pour le compte des personnes publiques, des agglos ou des villes, ou les deux, des fois il y en a où on a les deux. Et on a toujours porté le fait d'avoir effectivement des projets ambitieux. Qui dit ambitieux dit plus ambitieux que la réglementation. Notre objectif n'est pas d'être réglementaire, d'être au-delà de la réglementation. Ça touche plein de sujets, pas uniquement le carbone ou l'énergie, ça touche la qualité des logements, la qualité d'usage, les espaces publics, la place de la culture. Il y a beaucoup de thématiques qu'on aborde, mais ici on va focaliser sur la stratégie carbone effectivement. Alors, quelques slides que vous avez probablement déjà vus. L'idée, c'est que quand on a répondu sur on sent nous-mêmes dans nos réponses et dans nos réponses aux problématiques de territoire qu'on a évolué entre ce qu'on a fait en 2015-2016, où on a été très focalisé sur l'énergie, et ce qu'on a fait en 2018-2019, où on est très orienté vers le carbone, en tout cas plus qu'avant. Et c'est pour ça que dans nos opérations, celle de Saint-Julien qui est la plus récente, alors on va peut-être pas vous faire un retour d'expérience complet parce qu'on est en plein dedans, on est comme aussi au début, mais en tout cas vous expliquer comment on aborde le sujet pour tendre vers ce quartier bas carbone. Bon, la stratégie nationale, on a tous en tête, l'objectif c'est la neutralité carbone pour 2050 avec un passage en 2030 à hauteur de moins 40%. Je pense que vous êtes tous spécialistes, vous connaissez tous ces sujets-là. Pareil, ici donc la stratégie nationale bas carbone. Donc là, c'est un slide qui est assez connu de Carbone 4 sur la replantation du bâtiment à l'intérieur de la totalité de la stratégie nationale au niveau français. On voit qu'il faut diviser par 6 les émissions. On a aujourd'hui le bâtiment qui pèse pour un tiers, et là, ça nous donne une grande responsabilité. Parce qu'en fait, on est effectivement un des maillons de la chaîne qui permet de faire fabriquer des logements, des bâtiments et des quartiers plus vertueux. Et effectivement, il faut qu'on se saisisse de cette opportunité qui nous est donnée pour être, on va dire, alors là, c'est pas arrivé tout d'un coup. Voilà. Alors, si ce slide effectivement est assez connu aussi, c'est le poids carbone des 12 tonnes de CO2 par Français moyen, voilà, qui sont répartis, comme vous le voyez, avec de la mobilité, de la consommation énergétique et opérationnelle, et ensuite il y a du transport, des déchets, d'énergie publique et différents éléments. Nous, il y a des sujets sur lesquels on a des leviers forts et d'autres, ce qu'on appelle les leviers aménageurs, et d'autres, on a des leviers un peu moins forts, des leviers usagers. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'action, mais ça veut dire qu'on a moins de force pour pouvoir aller sur ces leviers-là. Donc on voit que sur les leviers aménageurs, c'est très lié à certains des déplacements, donc usagers dits de quartier. Bien évidemment, à tout le pavé vert du milieu, avec la consommation énergétique et exploitation donc, du bâtiment lui-même, avec des ACV bien évidemment. Et on a également une possibilité d'aller chercher sur des espaces publics et également les déchets. Sur les autres, on a quand même un levier qu'on appelle usager qui est un peu plus faible, mais qui existe et qui nous permet, donc au niveau de l'enjeu numéro 2, à aller chercher une évaluation de toutes les activités pour essayer d'inciter les usagers des différents quartiers à améliorer quelque part leur action de vie pour pouvoir, on va dire, tendre vers ce quartier-là. Si on avance un peu, donc voilà, j'avais pas en tête que c'était tout aussi segmenté. Voilà. On va vous faire un focus maintenant sur Saint-Julien-en-Genevois, parce que c'est le projet qui est présenté. Juste avant, pour expliquer là où c'est situé, donc Saint-Julien-en-Genevois, c'est dans le Genevois français. Donc c'est une métropole. D'ici, on ne le voit pas forcément comme une métropole, mais c'est la métropole genevoise. Elle fait environ 1 million d'habitants. Il y en a 600 000 côté suisse et 400 000 côté français. La particularité, c'est que la Suisse est un moteur économique qui fabrique beaucoup d'emplois, mais assez peu de logements. Et donc, il y a une fabrication des logements qui s'est plutôt historiquement fait du coup, sur les dernières années, les 10 dernières années, du côté français, avec des taux d'augmentation de la population assez importants, entre 2 et 3% selon les territoires.
Ça génère beaucoup de flux parce que si les emplois sont à un endroit et les habitations sont à un autre, ça génère beaucoup de flux. Il y a pas mal de réponses qui ont été apportées par les collectivités avec le Léman Express, hein, donc un RER transfrontalier avec des prolongements de lignes de tram. Agnès en parlera un petit peu après. Donc avec une thématique qui a été faite. Et du coup, les collectivités sont quand même saisies, puisqu'on voit bien, on est titulaire de 3 conventions d'aménagement autour de ce territoire-là, hein, directement. Les collectivités se saisissent effectivement de l'aménagement de leur territoire et de la nécessité de faire bouger les lignes avec à chaque fois des ambitions très fortes sur différentes thématiques. Voilà, je laisse la parole à Agnès. Bonjour à tous, Agnès Roux. Donc en effet, on va faire un focus sur Saint-Julien en Genevois. Donc si vous voulez situer un petit peu, donc tout au nord en gros, hein, il y a la Suisse. On voit cette différence entre la France et la Suisse parmi les constructions qu'on voit apparaître au nord. Donc la concession d'aménagement de Saint-Julien en Genevois, c'est une concession un petit peu particulière puisqu'elle est multi-site, double site, donc le secteur de Perly, hein, qui est à la frontière avec la Suisse, hein, avec le passage à la douane tous les jours d'énormément, comme le disait Bastien, de personnes qui vont travailler en Suisse mais habitent côté français. Et puis le secteur gare, aujourd'hui qui est très peu qualifié et qui va en effet accueillir notamment un nouveau pôle d'échange, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc une programmation comme beaucoup maintenant dans les quartiers, hein, qui sont créés mixtes, à dominante logement certes, mais avec une volonté des autorités concédantes, communauté de communes du Genevois et ville de Saint-Julien en Genevois, eh bien, d'accueillir sur leur territoire des équipements nouveaux, notamment la création d'un hôtel, la création d'un pôle bureau, et puis la création aussi en centre-ville, hein, on n'est pas en cœur de ville, mais on est quand même dans ce centre-ville élargi de Saint-Julien, il y a un pôle médical, de quelques équipements type crèche et équipements publics avec la création d'une école. Donc on est alors à près de 60 500 mètres carrés SDP, on va dire, sur une durée d'environ 12 ans, puisque nous avons reçu notification de ce traité de concession d'aménagement après consultation en janvier 2020. Voilà. Alors, Bastien le disait, en effet, les gros enjeux, hein, du secteur du Genevois côté français et avec cette ville-centre finalement de cette métropole, mais qui n'est pas en France et pas dans l'Union européenne, hein, donc quelques difficultés aussi, mais pour le côté français en tout cas, donc ces gros enjeux en termes de mobilité. Donc le moteur, on va dire, de cette requalification urbaine et de la passation de ce traité de concession d'aménagement, c'est la création de ce pôle d'échange multimodal. Hein, aujourd'hui, les transports sont assez éparpillés autour de la gare ferroviaire. Hein. Aujourd'hui, il y a une gare en service à Saint-Julien-en-Genevois. Et l'idée est bien de créer un pôle organisé avec des transports en commun et des modes doux, tout cela en site propre, pour se donner les moyens de faire basculer un maximum de personnes de la voiture au transport en commun et encore une fois au mode doux. Donc on le devine ici, hein, ce pôle d'échange va bien sûr être juste en face de la gare ferroviaire avec l'arrivée de ce tramway, un tramway transfrontalier qui est principalement en Suisse et qui aura quelques arrêts côté français. Donc on voit cette grande ligne rouge là, ça passe justement devant le futur secteur de Perly qu'on a vu tout à l'heure et le terminus sera au niveau de la gare ferroviaire sur ce secteur gare avec un P+R d'environ 540 places, une consigne vélo et bien sûr cette gare routière complètement en site propre organisée autour de ces différentes intermodalités pour favoriser le passage de l'un à l'autre mode de transport. Donc horizon 2024 pour l'arrivée du tramway. Donc nous en tant qu'aménageurs et maîtres d'ouvrage des espaces publics ainsi que du P+R, même objectif, hein, pour livrer ce pôle d'échange complet à cet horizon 2024. Rapidement peut-être dans les grandes lignes programmatiques du secteur, donc on l'a dit, on le voit sur la partie ouest du plan, hein, donc ce pôle d'échange organisé avec l'EP+R, la gare routière, hôtel, bureau, gare SNCF, tramway, et de l'autre côté, un marqueur très fort aussi de notre projet, hein, il y avait donc 3 piliers, hein, les enjeux de mobilité bien sûr, les enjeux de mixité, on l'a vu, hein, tant programmatique que social, avec la création de logements sociaux, logements abordables, BRS et autres, et un vrai enjeu aussi autour de l'environnement, parce que le sujet carbone passe bien sûr par cet impact environnemental et cette valorisation, comme le disait aussi M. Mogar avant, hein, de la biodiversité dans les quartiers, hein, chose qu'on défend depuis plusieurs années dans nos projets. Mais ici, ça va se travailler autour d'un parc. Hein. Aujourd'hui, vous avez une rivière qui passe sur le site, qui est
qui est pas du tout valorisé en fait, hein. C'est un site en friche, il y a un SDIS, un RODI, un site total, et puis quelques maisons un peu éparses au bout. L'idée, c'est vraiment de créer un poumon vert, un cœur de quartier, un parc habité, avec donc ces logements et ces équipements autour, en renaturant la Rande, cette rivière. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup aussi avec les services de l'État pour pouvoir en effet mettre cela en œuvre de manière tout à fait opérante et efficiente aussi au regard des risques inondations et autres, hein. On touche à un cours d'eau, donc c'est des sujets assez sensibles. Donc là, on a juste 2 vues, hein, pour avoir en tête un petit peu. Donc c'était des vues concours, mais là, c'est une vue du futur pôle d'échange avec l'hôtel sur la gauche et sur la droite, bureau P+R, et dans la perspective, le futur quartier côté parc. Tout ça pour indiquer cette mise en valeur, entre guillemets, et cette facilitation des transports en commun avec un site partagé et surtout réservé mode doux et bus. Et puis la vue d'après, c'est une vue sur le parc de la Rande. Avec ce parc habité, on est en plein travail, hein. On est accompagné par une maîtrise d'œuvre qui est composée d'un GEROP pour tout ce qui est VRD, la REP pour tout ce qui va être urbanisme et aménagement et prescription environnementale, architecturale, urbaine, et in situ pour le volet purement paysager dans le cadre de notre projet. Alors, rapidement, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'ambition de Saint-Julien-en-Genevois, de ce quartier gare, c'est d'être le premier quartier bas carbone de Haute-Savoie. Comme le disait Bastien, aujourd'hui, le constat est qu'un quartier standard, on va dire, enfin qu'un français, pardon, au niveau standard, produit environ 11 tonnes et demie de CO2 par an. L'objectif, c'est de ramener cela à l'usager et de le baisser d'environ 40%, soit un impact carbone qui sera de l'ordre de 7 tonnes. Donc les piliers, ou en tout cas les leviers identifiés pour Saint-Julien, assez logiquement, on va dire, bien sûr les modalités constructives, avec une forte dominante bois du projet, hein, une volonté vraiment de pousser la construction bois, grâce notamment à un partenariat avec le pôle excellence bois et différents partenaires locaux que nous avons déjà identifiés. On l'a dit, les mobilités, les usages, hein, c'est pas forcément là qu'on a le plus de mains, puisque c'est des comportements individuels qu'il faut faire évoluer, mais il faut se donner les chances de donner, on va dire, envie à chacun de changer ses comportements individuels pour diminuer son impact carbone, et une solution énergétique décarbonée. Là également, en tant qu'aménageur, à l'échelle d'un quartier, en travaillant avec les collectivités, on peut en effet retenir des solutions qui ont un impact carbone le plus faible possible. Pour le secteur parc, par exemple, ça va être la création de chaufferies biomasse avec un fort taux de NR, comme on l'a d'ailleurs sur un autre projet, Annemasse, sur ces sujets-là. Alors, à noter aussi, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la démarche dans laquelle on s'inscrit en tant qu'aménageur. Dès que c'est possible, on essaie de faire des expérimentations aussi pour avoir des moyens de comparaison par rapport au quartier. Donc, une démarche qui est récente, hein, qui est dans les années, qui a été lancée en 2019-20 et puis qui s'est finie, on va dire, cette année. Donc on a participé à la démarche quartier énergie carbone QEC, donc qui est soutenue financièrement par l'ADEME et portée, pilotée par un consortium. Hein, donc vous avez les noms dessous. Hein, donc on a Effinergie, Elliott, Efficacity, CSTB bien sûr, BCA, Certivea, enfin un certain nombre de partenaires que vous avez sûrement l'occasion peut-être de connaître déjà. Alors ce qu'on peut en retenir, donc 8 sites pilotes, on va dire, ont été retenus dans le quartier gare à Saint-Julien. Des opérations publiques, hein, souvent portées par des personnes publiques, mais aussi, comme c'est notre cas, par des aménageurs privés, et on va dire l'application d'une méthode pour mesurer à l'échelle du quartier l'impact carbone. Aujourd'hui, on sait le faire au niveau du bâtiment, hein, avec les BBCA notamment. L'idée maintenant, c'est de passer du bâtiment au quartier, encore une fois, et à l'usager également. Donc cette démarche, elle avait cet objectif-là, hein, pour évaluer de manière opérationnelle cet impact carbone, comment on peut l'évaluer objectivement, et comment surtout on peut se permettre d'avoir des comparaisons et de voir un peu la performance des différents quartiers sur ces sujets et leur impact, ou en tout cas les moyens qu'ils avaient sur les différents leviers identifiés. Donc l'ambition, c'est bien d'accompagner les acteurs de l'aménagement public, hein, et de l'aménagement tout court, j'ai envie de dire, qu'il soit public ou privé, pour généraliser ces bonnes pratiques, favoriser la baisse des émissions de gaz à effet de serre, in fine, bien sûr, réduire son impact carbone, encore une fois à l'échelle du quartier, mais qu'on retrouvera
à l'échelle aussi individuelle. Et la méthode retenue pour cela, ça a été l'approche ACV, l'analyse du cycle de vie, qu'on connaît également à partir du bâtiment, mais que cette opération pilote, ou en tout cas cette méthode, a souhaité porter sur l'ensemble du quartier. Donc, les résultats sont parus il y a assez peu de temps. Là, vous avez le site internet pour avoir accès à un document, c'est celui dont la première page est à gauche, qui est assez intéressant parce qu'il explicite la méthode projetée. Les objectifs qui étaient à l'initiative de cette recherche, de cette méthode, les différents piliers, leur mise en œuvre, et puis vous avez des fiches actions sur chacune des opérations pour voir un petit peu comment chaque OP a pu répondre, ou en tout cas comment cette démarche a pu être intégrée dans les différents quartiers qui sont à créer. Il y en a en Paris avec l'EPA-Marne, et puis en région parisienne, pardon, et puis il y a aussi le PA de Marseille. Enfin bon, il y a différentes opérations. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas, ça nous a permis déjà de commencer à se donner des moyens et des outils pour évaluer, encore une fois, à l'échelle du quartier, la manière dont on peut réduire cet impact carbone et aller vers des outils bas carbone. Et là, je laisse Bastien poursuivre. Donc, toujours dans le prolongement de cette démarche quartier énergie carbone, donc, dont on rappelle que c'est à l'échelle d'élaboration. Donc ça, le slide que vous voyez, donc le graphique qui est à droite, c'est la retranscription d'une partie du quartier Saint-Julien, parce qu'il a la particularité d'être sur 2 sites. Donc ça, c'est la partie du quartier Gare, sur lequel Agnès a fait un focus avec le PEM d'un côté, puis le parc habité de l'autre. Comment ça se passe? Donc, effectivement, ce que vous voyez en hachuré sur les parties de gauche, à chaque fois, c'est le quartier de référence. Donc, quartier de référence, c'est en gros un quartier réglementaire. Alors, ce qu'on avait utilisé, parce que ça date d'un peu avant, c'était la RT 2012, par exemple. Donc, c'était effectivement avec l'énergie gaz, avec une mobilité classique, et également avec des éléments sur les chantiers classiques, enlèvement des terres par voie routière, enfin, tous ces éléments-là. On s'aperçoit que sur les différentes thématiques, l'énergie, les produits de consommation, l'eau, les déchets, la mobilité et le terrassement, en fait, il y a des écarts entre ce qui est du niveau de référence et donc du quartier projeté, donc sur la droite. Donc le quartier de Saint-Julien, c'est effectivement celui qui est sur la droite. On voit que c'est, par exemple, très performant au niveau de l'énergie, il y a une énorme baisse. Ça l'est également sur, un peu moins, mais à hauteur de 8% sur les matériaux, notamment grâce à l'apport du bois-béton. Et également, c'est plus performant sur les niveaux de déchets. On voit que ça l'est très peu au niveau de l'eau, un petit peu, mais pas énormément. Et on voit surtout que ce qui nous a, en tout cas, pas choqué, mais en tout cas sur lequel on a travaillé, c'est le sujet de la mobilité. Le quartier de Saint-Julien est extrêmement favorable au niveau mobilité. On n'a pas tout le temps des quartiers qui sont connectés à un train, à un tram, à une voie verte et également avec une consigne vélo et un P+R qui se sont situés. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qui a été fait donc, dans cette calculatrice, qui s'appelle Urban Print, voilà, pour les spécialistes, le volet de la mobilité n'a pas été traité, ou en tout cas n'est pas appréhendé. C'est pour ça que si on compare, en moyenne, on est à près de 40% d'émissions en moins que sur le BAU, un business as usual, et on est à 53% de moins si on exclut la mobilité du périmètre d'évaluation. Notre souhait à nous n'est pas d'exclure la mobilité. Donc ça veut dire qu'on travaille sur une calculatrice avec un des opérateurs qui est notamment dans le consortium là-dedans, pour fabriquer une calculette qui intègre ce volet mobilité, parce que pour nous il est important, et effectivement ça passe aussi par là de choisir les opérations qui sont très bien connectées. Donc on est en train de travailler là-dessus pour avoir quelque chose qui intègre ce volet-là, parce qu'on trouve que ce volet-là n'a pas été, entre guillemets, correctement appréhendé. Dans les étapes clés, comment est-ce qu'on procède? C'est toujours pareil en fait. Il y a l'état du site, la programmation, les données contextuelles, la localisation, les fonctions. Donc tout ça, c'est ce qui nous permet d'avoir les bases de données d'un quartier, parce que chaque quartier aura des atouts et des enjeux différents. Ensuite, on oriente donc une stratégie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on fait ces types d'études avant pour pouvoir orienter correctement. On est peut-être passé un peu vite, mais un aménageur ne construit pas. Enfin, même si on a dit qu'on allait faire le P+R, on rappelle qu'on va le faire en bois quand même, accessoirement, un parking silo en bois. Mais néanmoins, on ne construit pas ou peu, et on fait construire. Mais quand on fait construire, on est en capacité d'avoir des prescriptions. Donc, c'est des acronymes, des CPUPE, des fiches de l'eau, ça parle à certains. Et on donne dedans les directives. Ce qui nous intéresse dans cette analyse
d'un quartier bas carbone, c'est de pouvoir donner les bonnes orientations, de ne pas se tromper, de ne pas aller trop loin dans certaines thématiques en n'ayant pas eu une vue globale. Donc l'idée est de modéliser très tôt. Donc on est tous en état d'avancement avec effectivement QEC, avec d'autres opérateurs pour stabiliser tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a défini ce qui est le scénario recherché, donc on définit les stratégies énergétiques constructibles, on en a parlé, de la choisir biomasse à certains endroits, d'autres endroits sur la géothermie, ça dépend des potentiels ENR, ça dépend de beaucoup de choses. Et ensuite, on arrive dans les spécificités où on donne les performances et là, on les prescrit. Je rappelle qu'un aménageur cède des charges foncières et donc, de manière contractuelle, impose des prescriptions. Et c'est dans tous ces éléments-là qu'on est capable d'aller chercher la performance pour tenir les engagements initiaux. On conclut. Ben, voilà, regardez. C'est parfait. Agnès conclut. Voilà. C'est prêt. Donc, voilà, en quelques mots, donc la synthèse de projet, voilà, une description du projet à retenir. Donc, quartier-gare à Saint-Julien-en-Genevois, ça correspond à 2 sites, Perly et le secteur gare, avec des principes fondamentaux qui sont avant tout la mobilité, la mixité sociale et fonctionnelle et l'enjeu environnemental. Et le tout regroupe finalement l'aspect impact bas carbone. Cette livraison d'un PEM dont le P plus R en 2024 et puis la mixité bien sûr recherchée sur une dizaine d'années avec un secteur en forte mutation. Je vous passe la lecture de chacune des bulles, mais voilà. Et je vous remercie pour votre attention. On vous remercie. Voilà, merci. Ah oui, il y a des questions. S'il y en a, pour nos intervenants ou pour Monsieur Mogard. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a faim. Tout le monde a faim? Non? Ah, si, une question au fond. Bonjour, merci. J'ai juste une question, du coup, j'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas réussi à déverrouiller le potentiel de décarbonation de la mobilité. C'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est que l'outil tel qu'il a été fait aujourd'hui n'en tient pas compte en fait. Donc c'est ça qui nous pose problème et c'est pour ça qu'on travaille sur alors, on appelle ça des calculatrices. Hein, donc effectivement, ça veut dire qu'il faut modéliser tout le projet. C'est assez macro, hein, ça veut dire qu'il faut rentrer la constructibilité, les destinations de la constructibilité, les modes constructifs, les potentiels énergétiques, la stratégie énergétique. Et la mobilité, on le voit bien, c'est-à-dire, enfin, j'ai plus mais si on revient dessus, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas d'écart entre un quartier de référence et celui-ci. Et ça a été, alors pareil, on apprend en marchant, et ça a été pour nous un des éléments où on s'est dit, c'est pas normal que ce quartier-là n'ait pas une amélioration de son potentiel de mobilité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur quelque part pas une modification, mais une adaptation, une amélioration de la calculette pour que ça puisse être intégré. Ça veut dire que ce quartier-là, normalement, doit être plus performant que d'autres quartiers niveau mobilité parce qu'il dispose de transports lourds va dire, immédiatement à pied, hein, voilà, de tout ce qu'on a dit par le passé. Ça a été une surprise pour nous. Voilà. Pareil, on a trouvé aussi que le bois n'avait pas été très bien mis en avant dans la calculatrice. C'est-à-dire que le gain, quand on passait de bâtiment en béton en bois, n'était pas extrêmement valorisé. Donc après, on discute avec tous ces gens-là. Hein. Nous, on n'est pas du CSTB, on n'est pas de l'ADEME. Donc il y a tous ces éléments qui sont mis là pour que la mobilité soit prise en compte. Voilà. Donc, mais nous aussi, c'était une forme d'interrogation en fait. Hein. Après, c'est la question aussi la difficulté pour ces calculettes, si vous voulez, c'est qu'on a des leviers d'action directs et puis il y en a qui sont indirects. C'est-à-dire qu'on peut inciter des gens à changer leur comportement, donc à prendre le bus, le tramway et autres, mais on ne peut pas les obliger quand même, enfin ça va être délicat. C'est comme par exemple les transports, si la personne prend l'avion tous les week-ends, c'est sûr que son impact carbone, il va être très très dégradé. Donc en effet, la calculette d'Urban Print, elle a travaillé sur les leviers principaux qui étaient directement à la main des acteurs pour commencer quelque chose. Encore une fois, on apprend en marchant, c'est une démarche pilote. Et c'est vrai que nous, ça nous gêne un peu parce qu'on travaille sur des quartiers où la mobilité est très fortement mise en avant. Il y a Saint-Julien, mais il y a aussi la Zaketo à l'Annemasse avec un Léman Express.
une 4e gare en région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, voilà, on est sur je crois, hein, on est sur des changements normalement qui devraient vraiment inciter fortement des modifications de comportement. Après, il y aura un autre champ, on va dire, ça va vraiment être ce que vous consommez, ce que vous mangez. Pareil, on peut avoir des jardins, dans un quartier, des jardins partagés ou des circuits courts. Si la personne, elle veut, si les gens, en tout cas les usagers, veulent aller consommer autre chose et faire 15 km ou 20 km en voiture pour aller l'acheter, on ne peut pas l'obliger non plus. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de terminer la matinée? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez prévu justement de nouveaux services pour l'occupant. On parlait de ces nouveaux usages liés au bâtiment. Est-ce que vous l'avez prévu dans votre projet? Faites-nous envie. Est-ce qu'il y a des choses un peu... Pas tout vous dire non plus. C'était pas le thème. Oui, alors, et pas que dans ce quartier-là, mais dans tous les nouveaux usages, enfin dans tous nos quartiers en tout cas, on traite des nouveaux usages effectivement. Alors, faites-nous envie, je ne sais pas exactement, la question est bizarre. Mais oui, il y a en tout cas, on a des réflexions à chaque fois. On considère que l'idée n'est pas de construire des bâtiments, mais de construire des lieux de vie. Donc déjà, il y a la qualité des espaces publics, des espaces privés, le lien entre les espaces publics et les espaces privés par les rez-de-chaussée actifs pour que ça vive. On est passé assez rapidement, mais il y a une école qui est prévue, il y a quand même pas mal de choses qui donnent de la vie au sein des quartiers. Et on a, oui, des thématiques de réflexion sur des mixités d'usage à l'échelle des îlots, avec des espaces partagés, avec beaucoup de choses qui se font, qui ont été faites, certaines qui ont été des résultats, d'autres plutôt des échecs. Et plutôt, l'intérêt n'est pas uniquement de fabriquer ces espaces, mais de les mettre en musique et de les mettre en usage, en fait. Et l'idée est de trouver les bons ressorts pour associer la population actuelle et future pour que ça fonctionne et que ce soit un quartier qui vive. Voilà, donc on est dans ces réflexions. Les gens se l'approprient en fait, hein, et en fait dans notre métier d'aménageur, ce qu'on voit aussi évoluer, c'est que c'est plus uniquement acheter du foncier, le remembrer, le céder sous forme de charge foncière avec des prescriptions et autres. C'est vraiment finalement donner une forme d'âme à ce quartier, l'initier dès sa conception et sa mise en œuvre. En effet, on n'est pas maître de ce qui se passera ensuite, mais on peut essayer quand même d'insuffler le maximum de bonnes pratiques. Et du coup, dans notre métier, de plus en plus, on travaille aussi sur des ateliers, des réflexions, voir de quoi les gens ont envie dans le quartier et surtout qu'ils se l'approprient. Et ça va passer aussi par des formes de pédagogie puisque c'est eux demain qui vont utiliser, entre guillemets, leur quartier. Dans ce quartier-là, on a fait comme des ateliers préalablement à différentes choses pour définir les usages dans le parc, pour définir des usages de ce dont avait besoin la population. Mais alors c'était la population actuelle, c'est pas la population future non plus, parce que par définition, elle n'est pas encore là. Donc bon, il y a tous ces éléments-là, mais en tout cas, ce sont des thématiques qui nous parlent. Très bien, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des intervenants de cette matinée. Si on résume peut-être Construction Objectif 2050, j'ai l'impression que c'est beaucoup de coopération et puis s'appuyer sur les acteurs un petit peu pionniers qui déjà font depuis plusieurs années. Donc il faut vraiment s'appuyer sur ces nombreux retours d'expérience. Un grand merci pour votre écoute. Les conférences reprennent à 14h. Et l'après-midi sera animé par Véronique Dufour, la directrice de Ville et Aménagement Durable. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.